Est-ce que vous saviez que les Power Rangers, c'était du vol? Cette série de votre enfance a été honteusement plagiée d'une série japonaise légendaire par un sombre personnage. Les plus érudits l'auront compris, aujourd'hui, on s'attaque à une figure controversée du héros en spandex, Haim Saban. Si vous avez déjà regardé cette chaîne, vous avez déjà pu nous entendre nous moquer des Power Rangers, à cause notamment de l'image caricaturale qu'elle renvoie du genre. Une image très répandue car tout le monde a grandi en voyant ces images sur TF1, ou sur Gulli pour les bébés cadoms qui nous regardent. Qu'on le veuille ou non, Saban a su s'imposer comme l'architecte du plus grand succès du toku en Occident. C'est pour ça qu'il nous semble important de revenir sur ce tycoon de l'industrie du divertissement pour enfants, pour rendre justice à nos monstres en carton-pâte préférés, mais aussi pour mettre la lumière sur une figure centrale du tokusatsu en Occident, mais conspuée par la plupart des amateurs. Haim Saban est né en 1944 en Égypte, qu'il quittera en 1956 à ses 12 ans, à la suite de la crise du canal de Suez pour Israël, où il servira dans les forces armées israéliennes. Comme quoi, il a fait bien plus grave que de saloper une série pour enfants, hein. Au début de sa vingtaine à Tel Aviv, il va être bassiste pour un groupe un peu flingué, The Lions of Judah, mais qui a fait une petite apparition télé au Royaume-Uni, où ils seront signés chez Polydor. Si Saban ne brillait clairement pas par son jeu de basse, c'est là qu'il a appris les règles du show business, car c'est lui qui bookait des concerts du groupe. En réalité, il ne savait même pas jouer. Il s'est juste intégré de force dans un groupe existant, juste pour lancer sa carrière de bookmaker. Car il faut bien comprendre que Saban est avant tout un businessman. L'industrie du divertissement, c'est uniquement pour lui un moyen de s'enrichir. Il n'est pas intéressé par la création musicale en soi. Cette carrière de manager se termine au début des années 70. Le groupe ne va nulle part et Saban se retrouve criblé de dettes, le contexte de la guerre du Kippour n'aidant pas. Il part donc en France pour travailler avec Noam Kaniel, un musicien qu'il a connu en Israël, intéressé par ses contacts dans l'industrie française grâce à Mike Brandt, ce vieux chanteur de l'époque de nos darons et qui a connu un certain succès. Noam, c'est un nom qui doit parler aux plus vieux d'entre vous. Les fans d'animé de mecha nés sous Georges Pompidou se rappelleront tous de Grindizer, plus connu chez nous sous le nom de Goldorak, sorti sur Antenne 2 en 78, dont il chante le générique. Et bah justement, devinez quel renard a produit ce générique. En effet, si Saban est un nom très connu de tous les weebs d'Occident pour son massacre des Super Sentai, on oublie très souvent que ses premiers pas dans l'industrie du divertissement pour enfants se sont faits en France, avec son entreprise, les Disques Saban. S'il a de temps à autre produit des titres plus classiques, comme en 1983, où il remporte l'Eurovision avec « Si la vie est un cadeau », son public cible, c'est avant tout les têtes blondes de l'époque. Ulysse 31, Jace et les Conquérants de la Lumière, les Maîtres de l'Univers, Inspecteur Gadget, le nom de Saban se greffe sur tous les génériques cheap et entraînants qui ont brainrot une génération entière. Même s'il a aussi pondu des classiques. Le générique des Cités d'Or, et bah c'est lui quand même. Allez, on se fait ce plaisir. Hey, yeah. Cut this shit off, bro. Cut this shit the fuck off. Alors cette horreur, vous l'aurez compris, c'est la version américaine du générique, visiblement chantée par un mec qui vient de découvrir ses cordes vocales. Car Saban, lui, il a de l'ambition, une ambition américaine. En 1983, il part avec un demi-million de dollars et son partenaire et compositeur Shuki Levy vers Los Angeles, où il établit la branche américaine de Saban Productions. Sur place, il va continuer de faire des génériques, mais aussi produire des programmes originaux, comme Kid Vidéo pour la NBC ou Macron 1. Peut-être. Macron 1 est en réalité assez important, car il agit un peu comme un prototype de ce que deviendront par la suite les Power Rangers. En réalité, Saban a simplement récupéré 2 séries animées japonaises de science-fiction, Go Shogun et Akudai Sakusen Struggle, pour en faire une nouvelle série, avec son propre scénario et une nouvelle BO à base de needle drop de chansons pop. A noter que Saban n'est pas le premier à faire ça. D'autres œuvres japonaises de cette époque ont été massacrées de la même manière dans le pays de l'oncle Sam. On pensera à Robotech, composé de 3 animés, ou encore aux adaptations américaines désastreuses de Captain Harlock ou de Nausicaa de la Vallée du Vent. Saban continue dans les années 80 à se faire sa place dans le business du dessin animé pour enfants. Il va racheter les droits internationaux de Dick Enterprise pour distribuer des dessins animés français aux États-Unis comme Inspecteur Gadget ou Les Cités d'Or. Il va investir dans des catalogues de films pour pouvoir les distribuer à l'international, signer des contrats avec Marvel au début des années 90 pour produire le dessin animé X-Men ou même prendre part à la création de la chaîne Fox Kids en partenariat avec le réseau Fox. Et c'est justement sur cette chaîne que son coup le plus fameux aura lieu. Saban, c'est un businessman malin. Il a du flair et de l'expérience.
Il a lui-même pu faire le générique de certaines séries comme Bomber X. Et il voit bien qu'il y a un marché à prendre autour du tokusatsu. Cela pourrait être un dossier à part entière, mais il faut comprendre que si en France nous avons depuis longtemps été introduits au genre du tokusatsu, notamment grâce à Hubert Chonzu qui a ramené plein de séries japonaises dans l'Hexagone, c'est très différent aux États-Unis. À l'exception de Ultraman, qui a de temps en temps été diffusé sur des chaînes locales, allant de succès modeste à flop terrible, le public américain ne semble pas disposé à regarder ces héros japonais en spandex qu'on aime tant. Un désintérêt pour le genre peut être dû à une peur du kitsch ou à l'inquiétude un tantinet xénophobe que la jeunesse américaine ne s'intéresse pas à une série qui se passe au Japon avec des personnages asiatiques. Cela laisse cependant le champ libre à Saban pour produire Bioman. Et quand on dit Bioman, on ne parle pas de la série Shodenshi Bioman, qui a été diffusée chez nous sur Canal+, puis au Club Dorothée, mais bien d'une adaptation de cette dernière dans un pilote de 1986 pour la télévision américaine avec des acteurs occidentaux comme Mark Dacascos. Bien que ce pilote n'ait pas été retenu, il est à voir comme le prototype du vrai hit de Saban Entertainment, qui arrivera en 1993, Mighty Morphin Power Rangers. Le concept de Power Rangers, si vous ne le connaissez pas, est aussi brillant qu'il est malhonnête. La série suit 5 adolescents californiens qui vivent des aventures de lycéens typiques des sitcoms édulcorés de cette époque, mais qui, lorsque les forces de la maléfique Rita Repulsa tentent d'envahir la Terre, peuvent se transformer en Power Rangers, des combattants surhumains dans des uniformes de couleurs différentes. Et le coup de génie de Saban, c'est qu'au lieu de tourner entièrement une série tokusatsu à l'américaine ou d'importer simplement ce qui se faisait au Japon, il a acheté les droits de diffusion de Kyoryu Sentai Zyuranja, la 16e série Super Sentai de la Toei, tourné des scènes avec les acteurs américains à Los Angeles, et enfin, à la manière de Macron 1, il a combiné les deux. Du coup, les scènes de transformation où les ricains se téléportent vers les scènes de combat de Zyuranger avec leur voix par-dessus donnent l'illusion au jeune public crédule que c'est bel et bien qu'une série américaine de bout en bout. Aidé en plus de rustines où les comédiens américains sont en uniforme sans leur casque pour donner le change. Le plus fort, c'est que l'arnaque dure encore aujourd'hui, car malgré le changement annuel de costumes et d'esthétique des Super Sentai, chaque nouvelle série est intégrée à son tour au canon de Power Rangers. La série fonctionne tellement bien que Saban commande même à la Toei des scènes de combat inédites supplémentaires avec les costumes des Zyurangers pour rajouter une vingtaine d'épisodes à la série. Si tout ça est aujourd'hui un secret de polichinelle, il fallait quand même bien avoir l'idée de produire un toku bien américanisé sans avoir à produire le plus coûteux et difficile, à savoir les bagarres, les costumes et les effets spéciaux. Saban ne s'arrêtera pas là, évidemment. En bon capitaliste véreux, ce vieux forban a essayé de reproduire la formule ad nauseam avec d'autres tokusatsu de la Toei, qui heureusement n'ont pas eu autant de succès. Dès l'année suivante, il retentera l'exploit avec VR Troopers, où 3 adolescents deviennent des héros luttant contre des monstres virtuels. Saban décide de pousser l'arnaque encore plus loin en mélangeant ces images de mauvais teen drama avec non pas une, mais 3 séries différentes de Metal Hero, Scheider, Spielban et Metalder, le tout tenu dans la même série par 3 bouts de scotch. Dans Beetleborgs, une série de 2 saisons de 1996, c'est la même formule. On prend des images de 2 saisons de Metal Hero, Juko B-Fighter et B-Fighter Kabuto, qui pour une fois se font vraiment suite. Et bien sûr, le plus grand affront du genre, du moins pour celui qui écrit ces lignes, c'est Masked Rider, qui ose massacrer le superbe Kamen Rider Black RX pour en faire possiblement la pire série Saban en date, alors même que la sauterelle cyborg n'était encore jamais sortie en Occident. A noter que Kamen Rider subira cet affront une nouvelle fois en 2009, où des images de ce banger de Kamen Rider Ryuki de 2002 sont utilisées pour Kamen Rider Dragon Knight, avec cette fois Steve Wang aux commandes, un autre ambassadeur bien plus intéressant du toku en Occident. Saban essaiera même de faire une vraie série de A à Z, sans jamais rien piquer à la Toei, ce qui a donné les Chevaliers de Tirnanog en 1998, un tokusatsu inspiré du folklore irlandais. La preuve que, tout bon businessman qu'il est, Saban n'a pas forcément eu que des bonnes idées. Et là, nous n'avons parlé que des productions Saban, car après Power Rangers, un nombre affolant de séries au rabais chercheront à gratter les miettes qu'il a laissées derrière lui, comme Tattooed Teenage Alien Fighters from Beverly Hills, et non, je vous jure, j'ai vraiment pas inventé ce nom de merde. Pour l'anecdote, Saban n'est en réalité pas vraiment le premier à tenter ce genre d'escroquerie. Le cinéma d'exploitation d'Asie du Sud n'a jamais eu besoin de personne pour maroufler des franchises dans leur coin. À Taïwan, par exemple, sont sortis avec l'accord de la Toei entre 1975 et 1976 Kung Fu Riders, The Five of Super Riders et Super Riders Against the Devil, des films remontant des extraits des séries télé Kamen Rider avec des scènes tournées avec des comédiens chinois, le tout 5 ans après le début des aventures de notre sauterelle préférée.
Les films mélangeant les Sea Riders différents de la franchise en se servant de scènes des épisodes crossover pour péniblement recoller les morceaux. En Thaïlande, un autre grigou du nom de Sampothe Sands, un élève de Tsuburaya Eiji, a lui carrément repris des images d'Ultraman en se réclamant à demi-mot de la paternité du personnage dans Hanuman vs The Seven Ultraman en 1974. Il bidouille de la même manière Hanuman and the Five Kamen Riders 2 ans plus tard. Pour en revenir à Saban, il faut se rendre compte de l'exploit qu'il a réussi d'avoir pu être le seul à importer de manière aussi importante du tokusatsu en Occident et d'avoir pu pérenniser jusqu'à ce jour son bricolage sur table de montage. Même en France, où le public avant les années 90 s'est montré réceptif au tokusatsu, Power Rangers agit comme un raz-de-marée instantané. Un succès immédiat tellement important qu'il définit l'image erronée que les gens se font du toku, au point de ne laisser la place à personne d'autre. Après les années 90, il est impossible d'imaginer que des Xor ou des Bioman pourraient à nouveau avoir leur place sur le petit écran français. Power Rangers prend trop de place, surtout au moment où le géant Disney rachète en 2001 les droits de la série, que Saban a racheté en 2010. Dans un sens, on peut se réjouir de la popularité de la série, qui a tout de même permis à de nombreuses personnes d'être introduites au tokusatsu. Mais on peut tout de même s'énerver de voir que tout un pan majeur de la pop culture asiatique se soit vu dénaturé, aseptisé, occidentalisé de force par des vautours qui semblent croire que les enfants sont incapables de suivre les aventures de personnages japonais. C'est quand même une putain de dinguerie! Et puis, en dehors de ces considérations, avec toute l'admiration qu'une telle prouesse de montage suscite, il faut admettre que Power Rangers, ça pue sa mère en fait. Loin de nous l'idée de suggérer que les Super Sentai sont tout le temps des chefs-d'œuvre de maturité et d'écriture. Ça reste des séries pour enfants, s'agirait de doser. Mais quand même, l'écart est terrible là. On passe d'une série avec des enjeux, de l'action, une esthétique héritée de décennies de télévision, à une émission carrément idiote et filmée sans saveur et qui n'hésite jamais à prendre son public pour des cons. Et le pire, c'est que le succès de Power Rangers n'est même pas vraiment une si bonne nouvelle pour la Toei. Power Rangers se greffe sur les Super Sentai dans une espèce de symbiose étrange, où le succès de la première fait survivre la deuxième, qui permet donc la production de nouvelles scènes qui serviront aux équipes de Saban. Mais justement, le piège est qu'au moment où les Power Rangers connaissent des coups durs, c'est la série copieusement volée par Saban qui paye les pots cassés. Vous avez peut-être vu passer la news comme quoi le Super Sentai allait faire une pause à durée indéterminée. Eh bien, il n'est pas si fou de penser que cette news est en partie une conséquence du rachat des Power Rangers par Hasbro en 2018. Et au moment où le Super Sentai est au plus mal, Disney annonce qu'il compte tourner une nouvelle série. Avouez que ce serait quand même un comble si l'arnaque de Saban arrive à survivre à l'original. Le bilan à retirer de ce portrait, c'est qu'il faut reconnaître à ce bandit de Haïm Saban un flair sans pareil pour le business. Il reste un homme d'affaires impitoyable, sans aucune considération pour la culture qu'il pille à outrance. Saban n'a aucun souci, en échange de quelques dollars de plus, à s'approprier l'image et l'héritage d'un genre entier, quand bien même il est le responsable de son image grotesque et des problèmes qu'il a pour s'exporter vers un public occidental. C'est sur cette note en demi-teinte que se conclut le dossier du mois, sur un des personnages les plus importants et les plus troubles de l'univers du tokusatsu. On espère que vous aurez apprécié notre dossier spécial pour cet épisode hors série de Tokukino. Et qui sait, peut-être que vous aurez envie maintenant de découvrir les séries Super Sentai originales. Courage, espoir, Tokukino.